Bonjour à tous et toutes. Nous allons attaquer aujourd'hui notre premier cours véritable sur la dissertation. Nous avons vu lors d'une précédente séance que ce qui faisait le cœur, en quelque sorte, de la dissertation, ce qui construisait le raisonnement de la dissertation, c'était le paragraphe. Le paragraphe, une structure très particulière, une structure qui, autour d'une idée centrale, tente d'argumenter, tente d'amener des informations qui sont à la fois trouvées dans un texte et à la fois enrichies par vous. C'est le principe de cette dissertation, de ce concours, dissertation un petit peu particulière, puisqu'il ne s'agit pas d'une simple question sur laquelle vous avez à construire votre propre écrit, mais il s'agit de s'appuyer sur les informations d'un auteur, s'appuyer sur ces informations pour les éclairer. On pourrait dire aussi pour les enrichir, pour les mettre en perspective, ces informations, pour les observer et les analyser. Le terme d'éclairer est peut-être le meilleur parce on voit bien qu'un éclairage, vous voyez, vous imaginez que vous avez une lampe sur votre bureau, vous posez un objet, vous mettez la lampe par ici, l'ombre se fait de l'autre côté, l'éclairage est par là, mais après, vous mettez la lampe de l'autre côté, l'ombre se projette sur la droite, voilà, vous avez une lampe qui tourne autour d'un objet. Cet objet, c'est le texte. Et ce texte, on va le mettre en lumière sous différents angles, dans différentes directions. Alors, nous allons commencer par un sujet. Tous les sujets que nous traiterons là ensemble, ce sont des sujets de concours. Sur Moodle, vous avez vu qu'il y a tout un ensemble de sujets, si vous êtes déjà allé voir. Beaucoup de ces sujets sont des sujets de mon cru, c'est-à-dire que je les ai fabriqués moi-même à partir des consignes, et ce à quoi ressemblait le concours. Mais ce que nous traiterons ensemble en cours, spécifiquement, c'est des sujets qui ont été donnés au concours. Alors, le premier que nous allons traiter, je vais vous passer par derrière, c'est un texte d'un écrivain français qui s'appelle Jean Giono. Jean Giono, est-ce que quelqu'un sait quel siècle? Jean Giono? Oui, XXe siècle, effectivement. C'est un auteur dont la grande période de production, c'est, on va dire, les années 20, 30, 40, 50. C'est un contemporain de Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, ça dit plus de choses aux uns et aux autres. Il fait partie de ces grands écrivains du début du XXe siècle. J'attends que la feuille soit passée. J'ai oublié, erreur de débutant, j'ai oublié de vous mettre le sujet, parce qu'il y a une question. Hein, c'est un texte, mais c'est un texte affublé d'une question. Alors la question, la voici qui va apparaître sur le tableau. Ce vers quoi nous allons, c'est la réponse à la question. Donc il nous faut la question. La question, là, je vais agrandir tout ça. La voici la question. Donc, elle est un peu longue, mais elle est faite d'éléments qui ne sont pas forcément des éléments porteurs de sens. Après avoir expliqué ce que Jean Giono désigne par l'image de la Grande Barrière, vous ferez revenir les textes par là, votre camarade. Vous les faites passer juste. Enfin, non, vous faites passer, pas besoin de.
Donc, après avoir expliqué ce que Jean Giono désigne par l'image de la grande barrière, alors il y a une histoire de barrière là-dedans, vous vous interrogerez sur la pertinence actuelle de cette expression pour caractériser la relation entre l'homme et l'animal. Votre réflexion structurée et argumentée s'appuiera sur le texte de Jean Giono ainsi que sur l'ensemble de vos connaissances de vos lectures. Donc, la dernière phrase, elle est vide de sens. Elle est vide de sens dans la mesure où elle vous demande de construire une dissertation. C'est le principe de l'exercice, mais faut-il le rappeler, donc il faudra construire une dissertation argumentée et structurée en paragraphes, en arguments, en exemples. De même, la première partie de la phrase est d'une certaine façon vide de sens aussi. Après avoir expliqué ce que l'auteur comprend, explique comme étant une grande barrière, eh bien, vous construirez vous-même un discours. On n'attend pas à ce que vous ayez une première partie qui soit l'auteur, une deuxième partie, votre avis. Comme je le disais la semaine passée, nous sommes sur des principes de paragraphes qui sont à la fois la présentation de la pensée de l'auteur et à la fois un enrichissement. Donc ce n'est pas grand 1, l'auteur, grand 2, mon avis. Ça peut se faire, hein. On aura toujours 5-10% des candidats qui feront cela. Simplement, ce n'est pas l'exercice attendu. Rappelez-vous que le concours de professeur des écoles, c'est un concours que l'on passe en ayant la formation ou pas. Donc, vous qui avez la formation, vous, évidemment, serez plus compréhensif du sujet. Donc, en gros, le cœur, il est là. Vous vous interrogerez sur la pertinence actuelle de cette expression pour caractériser la relation entre l'homme et l'animal. Exprimé de manière beaucoup plus simple, peut-on dire qu'il y a une barrière, grande ou petite? Peut-on dire qu'il y a une barrière entre l'homme et l'animal? Et notre auteur, il va répondre à cette question. Nous avons un texte. Ce texte, il va contenir un ensemble d'informations. Beaucoup de ces informations ne nous concerneront pas, ne répondront pas à la question. Mais un certain nombre de ces informations iront dans le sens de grandes barrières entre l'homme et l'animal. Ce qu'il faut que nous fassions, c'est que nous extraire ces informations pour s'appuyer sur ces informations pour construire des paragraphes. Et comme je vous le disais lors de la précédente séance sur la dissertation, tous les candidats feront 4 paragraphes. Donc tous les candidats seront capables de tirer 4 informations du texte, 4 réponses du texte. On commence à réussir le concours quand on est plutôt autour de 6. C'est-à-dire qu'on a vu les évidences et on creuse un petit peu les éléments les plus précis. Si on regarde les chiffres de résultats du concours de l'année dernière, on s'aperçoit que, grosso modo, les admissibles avaient autour de 12. Donc, pour être admissible au concours, il faut à peu près avoir 12 sur 20. 12 sur 20 sur les 3 épreuves écrites. Et pour être admis, il fallait plutôt avoir autour de 14. C'est ceux qui ont eu 14, qui ont accumulé des points, qui par conséquent ont passé l'oral plus facilement. Et l'épreuve qui est la plus ratée, c'est la dernière de l'écrit, de l'oral, pardon, la dernière de l'oral, c'est celle concernant les motivations, le positionnement. C'est l'épreuve un peu libre de discussion avec le jury sur les motivations du candidat. Là, la moyenne de cette épreuve, c'est 7,5. Donc, en gros, on vous dit pourquoi voulez-vous être enseignant? Et puis, au bout du compte, la moyenne des notes qui sont mises, c'est 7,5 sur 20. C'est-à-dire que le jury ne comprend pas pourquoi le candidat veut être enseignant. Donc, il faut réfléchir à cela dans ces 2 années qui vont venir ici.
Vous avez 2 ans pour essayer de construire un discours qui ne soit ni la paye, ni les vacances, ni j'aime les enfants. Faites-en, si vous les aimez. Un discours sur pourquoi je veux transmettre la connaissance. Parce que c'est cette épreuve-là, donc la preuve de positionnement, 3e épreuve orale, qui obtient les plus mauvaises notes. Il n'empêche donc que la dissertation, si vous vous contentez du minimum, c'est-à-dire de faire 4 paragraphes, vraisemblablement, vous aurez une note qui sera une note, si on classe les copies de la meilleure à la moins bonne, vous serez dans la seconde partie. Il faut essayer de trouver donc un ensemble de réponses, au moins 6. Alors, regardons le texte et puis essayons de voir tout d'abord où dans ce texte l'auteur aborde la relation entre l'homme et l'animal et ce qu'il en dit. Un soir d'avril, le narrateur sort se promener sous la pluie. Il entend une plainte dans l'herbe tout près de lui. Donc ça, c'est en italique. C'est ce qu'on appelle une didascalie, ou c'est un résumé. C'est le positionnement de l'extrait. Donc, l'auteur n'a pas écrit ça, c'est l'auteur du sujet qui a écrit cette partie-là. Quelle situation? L'auteur se promène, il entend un cri. Début du texte. 2 grands corbeaux montèrent de l'herbe. Je les reconnus. C'étaient de ces vieux sauvages des plateaux, les vieux durs qui ont chassé le rat ou la marmotte pendant l'hiver et qui coulent dans le printemps vers nos collines plus douces, vers des proies plus savoureuses. Ils s'étaient haussés de l'herbe d'un simple coup d'épaule, juste assez pour se poser dans l'olivier. Nous sommes dans le sud de la France. Est-ce que ça a un intérêt que nous soyons dans le sud de la France? Et tous les détails peuvent être porteurs de sens ou pas. Est-ce que dans le sud de la France, ils ont des relations aux animaux différentes du nord de la France? Bon, voilà, il faudrait se poser la question. Et oui, essayer d'avoir une lecture analytique. Voilà. On a ici de l'information. Cette information, est-ce qu'elle nous est utile ou pas? Le gémissement reprit. Les corbeaux me regardaient. Ils se mirent à craquer tous les deux comme des branches qui se cassent. Craquer, c'est le nom, un des noms qui désigne le cri du corbeau. Ils croassent, enfin, ils craquent aussi les corbeaux. C'était un avertissement. Alors de l'herbe monta un freux. Alors, un freux, c'est un corbeau, c'est un autre nom pour corbeau. Un gros freux rablé de vol mou qui s'empêtra dans une liane de vent, trébucha des 2 ailes et tomba comme une épave dans le vide du vallon. Il n'y avait pas à se tromper, c'était une bête repue. Repue, elle vient de manger à satiété. La plainte encore. Je chassais les corbeaux à coups de pierre, je m'approchais de l'herbe. On ne se plaignit plus. Je cherchais. Il y eut un petit tressaillement du fourré qui me guida. C'était une hase, la femelle du lièvre, une magnifique bête toute dolente, toute éperdue, dolente, molle. Elle venait d'avoir ses petits, tout neufs. C'étaient 2 éponges sanglantes, crevées de coups de bec, déchirées par le croc du freux. La pauvre. Elle était couchée sur le flanc, elle aussi blessée et déchirée dans sa chair vive. La douleur était visible comme une grande chose vivante. Elle était cramponnée dans cette large plaie du ventre, et on la voyait bouger là-dedans comme une bête qui se vautre dans la boue. La hase ne gémissait plus. À côté d'elle, à genoux à côté d'elle, je caressais doucement l'épais pelage brûlant de fièvre, et surtout là, sur l'épine du cou, où la caresse est plus douce. Il n'y avait qu'à donner de la pitié, c'était la seule chose à faire, de la pitié, tout un plein cœur de pitié pour adoucir, pour dire à la bête, non, tu vois,
Quelqu'un souffre de ta souffrance. Tu n'es pas seul. Je ne peux pas te guérir, mais je peux encore te garder. Je caressais. La bête ne se plaignait plus. Et alors, en regardant la hase dans les yeux, j'ai vu qu'elle ne se plaignait plus parce que j'étais pour elle encore plus terrible que les corbeaux. Ce n'était pas apaisement, ce que j'avais porté là, près de cette agonie, mais terreur. Terreur si grande qu'il était désormais inutile de se plaindre, inutile d'appeler à l'aide. Il n'y avait plus qu'à mourir. J'étais l'homme et j'avais tué tout espoir. La bête mourait de peur sous ma pitié incomprise. Ma main qui caressait était plus cruelle que le bec du freux. Une grande barrière nous séparait. Oui, en commençant, j'ai dit, et pourtant moi, ce n'est pas de la fatuité, de la vantardise, c'est de la surprise, c'est de la naïveté. Moi qui sais parler la langue des mésanges, et les voilà dans l'escalier des branches, jusque sur la terre, jusqu'à mes pieds. Moi que les lagremuses, les lézards, approchent jusqu'à m'avoir peint à l'envers sur les globes d'or de leurs yeux. Moi que les renards regardent, et puis d'un coup ils savent qui je suis, et ils passent doucement. Moi qui ne fais pas lever les perdreaux, mais ils picorent sans lever le bec. Moi qui suis une bête d'entre elles toutes, par ce grand poids de collines, de genévriers, de thym, d'air sauvage, d'herbe, de ciel, de vent, de pluie que j'ai en moi. Moi qui ai plus de pitié pour elles que pour les hommes, s'il en est un pour qui la grande barrière devait tomber, non, elle est là. Il en a fallu de nos méchancetés entassées pendant des siècles pour la rendre aussi solide. Bon, alors voilà à quoi ressemble un texte de dissertation. C'est donc un texte essentiellement littéraire. C'est un texte littéraire, c'est un texte en général de roman. Et ce n'est pas un texte qui est un texte politique, argumentatif, philosophique. Ce n'est pas un texte à thèse qui va défendre une position argumentée. Ce n'est pas un discours à l'Assemblée nationale. Non, c'est un texte qui raconte une histoire. Et de cette histoire qui est racontée, il va falloir tirer des informations sur le sujet donné. Notre sujet, c'est donc la barrière entre l'homme et l'animal. C'est la séparation qui existe entre l'homme et l'animal. Et le sujet nous pose une question toute simple, c'est y a-t-il une barrière entre l'homme et l'animal? Où est-elle visible? Comment se manifeste-t-elle? Est-ce une construction erronée? Il n'y en fait pas. Est-ce que nous sommes nous-mêmes des animaux? Et l'auteur, l'auteur a un certain nombre de fois, l'auteur nous donne de l'information là-dessus. Alors, où sont-elles ces informations? Alors, tout d'abord, je vais vous demander de me relire tout ça une fois par vous-même. Relisez-moi le texte dans votre tête. Maintenant que vous avez précisément la question en tête, relisons-la et essayons de nous demander où sont les informations qui pourraient nous être utiles.
Vous êtes à peu près arrivé au bout. Encore une minute. Dans ce texte, il y a un basculement à un moment. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un basculement? Ce n'est pas véritablement un terme littéraire, basculement, mais il y a, on pourrait dire, un renversement. Il y a une surprise. Il y a un changement de ton. Il y a un moment où le narrateur, celui qui raconte l'histoire, pensait quelque chose, et en fait, ce quelque chose n'est pas vrai. Où est-il, ce basculement? Oui, dites-moi. Voilà, c'est-à-dire en plein milieu. En plein milieu, il y a un temps 1 en quelque sorte. Un temps 1, on découvre la situation et le narrateur s'approche de cette bête mourante qui vient de se faire manger ses bébés nouveau-nés et il s'approche d'elle pourquoi? Pour la réconforter, pour la protéger en quelque sorte avant qu'elle ne meure. Et c'est dit, puisqu'il dit je ne peux pas te guérir, je peux te garder. Donc il a chassé les corbeaux, il est près de cette bête qui va mourir, il a vu ses petits mourir, il caresse, il est là dans un geste protecteur. Et puis, la phrase qu'a lue votre camarade, et alors en regardant dans ses yeux, j'ai vu qu'elle ne se plaignait plus parce que j'étais encore plus terrible que les corbeaux. Et il s'aperçoit qu'elle aurait préféré rester avec les corbeaux qui la mangeaient plutôt que d'être avec un homme. D'où la dernière partie où il y a cette constatation que l'homme est un prédateur pour l'animal. Donc il y a deux temps, il faut se demander quand on lit un texte un petit peu comment les textes sont construits. Ça ne nous sera pas utile forcément pour l'écriture de la dissertation, mais ça peut nous être utile pour sa compréhension. Je relis les deux premières phrases. Deux grands corbeaux montèrent de l'herbe, je l'ai reconnu. Est-ce que ces deux phrases-là nous donnent une information sur les relations entre homme et animal? Oui. L'homme est capable de reconnaître différents individus entre une espèce. Le camarade a mis en mots ce que j'attendais. Effectivement, s'il les connaît, c'est qu'il a une relation avec. Et c'est aussi simple que ça. Je les reconnais. S'il avait simplement dit je les vois, je les vois, c'est une information toute simple. On peut voir une voiture, on peut voir un arbre, on peut voir un oiseau dans le ciel, un avion passer. Bon, ça ne dit pas qu'on ait une relation avec. Mais je les reconnais. Alors là, ça implique reconnaître qu'on les connaît. Connaître, reconnaître, structure du mot, connaître à nouveau, reconnaître. Donc ça veut dire qu'il avait des relations avec. Ça veut dire qu'il a une connaissance d'entre eux. Oui, les informations qui nous sont données par le texte, elles peuvent être plus ou moins fines, plus ou moins massives, et il faut savoir analyser, à partir de la question qui nous est donnée, y a-t-il une barrière entre l'homme et l'animal? Il faut savoir analyser ce que nous dit le texte. Le fait, dans les deux premières lignes, qu'effectivement, il y ait une connaissance et surtout une reconnaissance de l'animal, implique que l'homme a des relations avec l'animal. Donc, l'homme, relation avec l'animal,
on le sait avec le reconnaître. Y a-t-il une barrière entre eux? Je ne sais pas s'il y a une barrière entre eux, mais enfin, en tout cas, ils se connaissent. En tout cas, ils interagissent. En tout cas, ils se fréquentent. Ils ont des relations entre eux. Alors, si maintenant je vous laissais vous-même faire ce petit travail de lecture, où est-ce que dans ce texte on nous parle de la relation avec l'animal, de l'homme avec l'animal? Quels sont les passages que vous avez pu noter, que vous avez repérés, dans lesquels il y a cette interaction homme et animal? Je parle pour l'instant d'interaction. Et après, on verra si c'est une barrière ou pas. Dites-moi. Et différencier les différents mots et ce qu'ils veulent dire. Donc, on a effectivement le verbe reconnaître, on a l'avertissement qui fait qu'ils se parlent. Qu'est-ce que ça signifie un avertissement? Ça veut dire qu'on communique. C'est une communication. Communication de l'un avec l'autre. Cette communication, elle est sur un mode négatif. Qu'est-ce qu'elle dit, cette communication? Elle dit ne t'approche pas, laisse-nous le lapin et c'est petit pour nous. Et ce petit épisode donc d'avertissement, comment se termine-t-il? Jette des cailloux. Ça, c'est une relation. Hein, comme je dis tout à l'heure, je vois un arbre ou un animal, un chat dans la rue. Bon, bah, ça, c'est une information. Je ne dis pas si j'ai des relations avec, je le vois. Par contre, si je lui jette des cailloux sur cet arbre, ou si on m'en sert comme cible, ou si je jette des cailloux sur le chat, ben, ça veut dire quand même que j'ai une certaine relation avec. Donc l'épisode je lui jette des cailloux, effectivement, c'est un épisode qui nous dit quelque chose sur la relation entre l'homme et l'animal. Où est-ce qu'on trouve encore signalé dans ce texte des relations? Donc, paragraphe, troisième paragraphe, quatrième, je chassais les corbeaux à coups de pierre. On les chasse. Qu'est-ce qu'on nous dit encore sur les relations? Oui. Alors, qu'est-ce que ça nous indique sur les relations avec l'animal? Alors, est-ce que ça lui dit qu'il y a un danger? Pour l'instant, le petit tressaillement. C'est la ligne 2, 4, 6, 8, c'est le troisième paragraphe. Quatrième paragraphe, deuxième ligne. Je chassais les corbeaux à coups de pierre, je m'approchais de l'herbe, on ne se plaignit plus, je cherchais. Il y eut un petit tressaillement du fourré qui me guida, c'était une vase. Alors, est-ce que le fait qu'il la repère dans l'herbe nous dit quelque chose? Bon, on peut le noter effectivement. Repérage dans l'herbe. Est-ce que ça nous dit barrière ou pas? Donc, si on argumente comme votre camarade, à dire qu'il se place lui-même dans le champ de la nature et qu'il sait lire les signes de la nature, ben pourquoi pas, hein? L'homme est un animal naturel. L'homme est un animal naturel, il sait se repérer dans la nature avec les signes de la nature.
Où donc trouve-t-on les informations? Oui. Ensuite, il dit je à côté d'elle, je caressais doucement les coups. Là, on peut dire que c'est un premier contact du temps. Là, sinon, On va dire tendresse pour reprendre votre mot. Il y a effectivement un moment, le mot qui fonctionne davantage, c'est empathie. Empathie, qu'est-ce que c'est que l'empathie? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que l'empathie? Oui. Voilà. Pathos, c'est le sentiment. Et M, le radical grec EM, indique plutôt le partage. Donc, c'est le partage du sentiment. Donc, c'est souffrir avec quelqu'un, c'est être heureux avec quelqu'un, c'est... Oui, dites-moi. La compassion, empathie, c'est du grec, compassion, c'est du latin. Voilà. C'est un peu comme je vous disais la dernière fois, entre physiologique et somatique, ben, c'est deux racines, physis et soma, qui renvoient à deux termes qui ont des dérivés, deux termes grecs qui ont des dérivés différents. Donc la compassion, cum patior, patior ça veut dire souffrir, cum avec, cum patior souffrir avec, compassion, et empathos, c'est la même chose mais c'est en grec. Et une remarque, alors attendez, je finis mon petit raisonnement, la tendresse, donc je m'agenouille à genoux à côté d'elle, je caressais. Est-ce que le fait qu'il les caresse indique une relation particulière? Ben oui, il ne caresse pas n'importe quoi. Vous n'allez pas promener dans la rue et puis caresser les pavés de la rue, caresser les poteaux indicateurs, caresser les feux rouges. Bon, bref, le fait qu'il ait effectivement ce geste-là indique une relation particulière. Comment sera-t-elle définie par la suite? On verra. Oui, ce que j'essaie de faire ici, c'est de prendre les épisodes. Que dit le texte? Il les repère dans l'herbe. Que dit le texte? Il leur jette des cailloux. Que dit le texte? Il les caresse. Et j'essaie de voir ce que ça peut signifier. Il y a l'extrait du texte, ce qu'il veut dire. Et à partir de là, je vais essayer de construire un raisonnement. Donc, à genoux, je caressais doucement l'épais pelage brûlant de fièvre, et surtout là, sur l'épine du cou, où la caresse est la plus douce. Dans la même veine, il n'y avait qu'à donner de la pitié, c'était la seule chose à faire, de la pitié, tout un plein cœur de pitié pour adoucir, pour dire à la bête. Et dans cet aspect tendresse, caresse, donc j'ai dit qu'il y a de la compassion, je peux noter le verbe adoucir, rendre meilleur. Je peux encore utiliser le mot pitié. Un plein cœur de pitié, pitié, cœur. C'est tout un ensemble de mots qui montrent cette tendresse, qui montrent cette volonté d'aider cette bête, même s'il ne peut rien faire pour elle. Quelqu'un souffre de ta souffrance. Non, tu vois, quelqu'un souffre de ta souffrance. Alors c'est ça la définition de la compassion ou de l'empathie, c'est souffrir avec. Donc quelqu'un se met à ta place. Alors évidemment, ça a toujours des limites. La hase, elle a le ventre percé, elle vient de perdre ses petits, elle est en train de mourir. Se dire qu'on souffre comme elle, c'est un petit peu exagéré. Mais on peut au moins essayer de soulager, se mettre au niveau, on peut essayer au moins d'interagir avec pour alléger ses souffrances. Donc quelqu'un souffre de ta souffrance, voilà, c'est encore cette idée de l'empathie, de la compassion. Je ne peux pas te guérir, mais je peux te garder. J'ai déjà commenté ce mot-là.
garder, c'est la dimension protection. C'est là où le texte va commencer à basculer. Jusque-là, on va essayer d'être un peu analytique. Combien il y a de bestioles jusqu'à présent? On parle de l'animal. Combien il y en a d'animaux dans ce texte pour l'instant? En grande catégorie. Alors, en grande catégorie, il y a tout ce qui vole, et puis il y a tout ce qui rampe. Donc, il y a des corbeaux, ça c'est une catégorie, et puis il y a des lapins. Même si les lapins, c'est la femelle du lièvre, et puis c'est les petits du lièvre. Donc, il y a deux grandes catégories. Est-ce qu'on peut dire que les relations de l'homme avec les corbeaux sont semblables aux relations entre l'homme et les lapins? Non. D'un côté, on leur jette des cailloux, de l'autre côté, on leur caresse la tête. À l'évidence, ce n'est pas la même situation. Oui, nous, on interroge cela. Est-ce qu'il y a une barrière entre l'homme et l'animal? Et le texte, ce qu'il nous dit, c'est que d'abord, on jette des cailloux, ensuite, on vous crie dessus, c'est d'ailleurs d'abord les corbeaux lui crient dessus, pour l'avertir, il leur jette des cailloux. Ça, c'est un type de relation qui nous dirait plutôt qu'il y a une opposition entre l'homme et l'animal. Et puis, tendresse, caresse, protection, il y a plutôt une relation qui est positive cette fois-ci. Il n'y a pas de barrière puisqu'on souffre pour eux, on interagit avec eux. Donc, y a-t-il barrière entre l'homme et l'animal? Avec les corbeaux, on pourrait dire oui, il y a une situation d'agression, d'agressivité. Avec les lapins, plutôt non. Ça reste des lapins, je ne peux pas te sauver, mais je souffre avec toi. Mais là, c'est l'ambiguïté de tout texte, et c'est cela justement qu'interroge la dissertation. C'est que les textes que vous aurez, ce sont généralement des textes qui posent des réponses différentes et parfois contradictoires. Et ce que vous devrez montrer, c'est qu'à un moment, l'auteur pose plutôt une direction qui est celle-ci, XY, à un moment plutôt telle autre direction, même s'il est contradictoire, A ou B, et à un moment une peut-être troisième direction, une direction C ou D, quant à la question qui est posée. Y a-t-il une barrière entre l'homme et l'animal? Ben oui, puisque il leur jette des cailloux. Et non, puisqu'il la caresse. Et puis on peut, comme tu as fait votre camarade, repérer que de toute façon, l'homme est un animal dans la nature. Il se repère dans la nature comme les animaux se repèrent. C'est là le principe de la dissertation, c'est repérer ce qui nous dira plutôt oui, plutôt non, plutôt autre chose. Donc pour l'instant, nous avons des éléments qui iraient vers la grande barrière, la séparation, et des éléments qui ne vont pas en direction de la séparation, mais plutôt de la liaison entre l'homme et l'animal. Mais le fait qu'ils les reconnaissent, par exemple, ne nous dit pas si c'est une barrière, mais nous dit en tout cas qu'il y a une relation. Et donc le texte bascule. Le texte bascule. Je caressais, la bête ne se plaignait plus. Là, on pense qu'on a réussi. Ah, j'ai réussi à apaiser sa souffrance, puisqu'elle ne se plaint plus. Mais en regardant dans ses yeux, je m'aperçois qu'elle ne se plaint plus parce qu'elle est au sommet de l'horreur. Elle est au sommet de la terreur. Alors, en regardant la race dans les yeux, j'ai vu qu'elle ne se plaignait plus parce que j'étais pour elle encore plus terrible que les corbeaux. L'homme est plus terrible encore que les prédateurs qui viennent de manger ses enfants et qui étaient en train de la manger. L'homme est le prédateur ultime. Donc ça, évidemment, c'est une barrière. Ce n'était pas apaisement que j'avais porté là
près de cette agonie, mais terreur si grande qu'il était inutile de se plaindre. Voilà, terreur dans les yeux, qui fait que la plainte est impossible. Ouais, parce qu'elle sait de toute façon que il est inutile d'appeler, il n'y avait plus qu'à mourir. Et pourquoi? Pourquoi terreur? On pourrait dire que c'est parce que depuis longtemps, je ne sais pas, il jetait des cailloux sur cette bête, il posait des pièges, voilà, on pourrait penser une relation entre cet animal et lui. Comme il peut exister des relations entre un animal domestique, un chien, un chat et son propriétaire, qui sont positives et négatives. Mais non, j'étais homme et j'avais tué tout espoir. L'explication, c'est que l'homme, par définition, est l'ennemi de l'animal. L'homme est par définition l'ennemi. La bête mourait de peur sous ma pitié incomprise. Et cette phrase-là, elle résume en gros la dissertation. L'animal mourait de peur sous ma pitié. C'est-à-dire que l'homme aurait bien voulu avoir des relations avec l'animal, qui est incomprise. Mais dans les faits, elle est incomprise. Qui est incomprise, ce n'est pas tant l'homme qui est la barrière à l'animal, à la relation avec l'animal, c'est le fait d'être homme qui nous empêche d'avoir des relations avec cet animal. Ma main qui caressait était plus cruelle que le bec du freux. Et on avait, dans la première partie du texte, on avait les corps, hein, éponge sanglante. Nous avions aussi déchiré dans sa chair vive, déchiré par le croc du freux, crevé de coups de bec. Ouais, c'est ça le bec. Et le bec est meilleur, moins pire, meilleur que la caresse. Une grande barrière nous séparait, donc voilà, il y a une grande barrière. Mais vous voyez que la première partie du texte nous disait plutôt que la notion de barrière était possiblement absente. Et là, on nous affirme qu'elle est présente. Simplement, l'auteur va essayer de se justifier en quelque sorte. Il va expliquer ce que c'est que cette barrière et il va essayer de justifier que pour lui, elle ne devrait pas fonctionner. En commençant, j'ai dit « et pourtant moi », alors c'est un extrait du texte qu'on n'a pas, c'est sans doute un paragraphe antérieur, ce n'est pas de la vantardise, de la fatuité, c'est de la surprise, c'est de la naïveté. Et là, nous avons un grand paragraphe qui commence par « moi ». Comment est-ce qu'on appelle le fait de répéter en début de phrase toujours le même mot? Liberté, sur les nuages, j'écris ton nom. Liberté sur... Oui. Non, une analogie, c'est une comparaison, mais ça commence par ana, effectivement. C'est une anaphore, voilà. Une anaphore. Alors, du grec, je suis désolé de faire beaucoup de références au grec dans ce début, mais por, porein en grec, ça veut dire porter. Porter. Et anna, c'est vers le haut, c'est devant. Donc, anaphore, c'est quelque chose qui se porte vers l'avant. Anaphore, c'est ce qui est devant. Au-dessus, ana aussi, vers le devant. Moi qui suis, moi qui, c'est la répétition au début, toujours du même mot. Et ce moi, il va nous donner tout un ensemble d'arguments pour dire que l'homme, en tout cas le narrateur, est un animal parmi les autres. L'homme est un animal parmi les autres. Alors, quels sont les arguments? Moi qui sais parler la langue des mésanges, l'homme est un animal.
Alors, c'est un animal qui parle. Alors, on avait déjà ça, l'animal qui parle. Hein. Ils se reconnaissent, ils s'avertissent. Il comprend la langue des corbeaux. Ben là, lui, il parle la langue des oiseaux, des mésanges. Et les voilà dans l'escalier des branches, jusque sur la terre, jusqu'à mes pieds. Ils s'approchent de lui. Ils parlent, et, enfin, on veut dire que ça va. Ils n'ont pas peur. Ils ne sont pas effrayés par lui. Moi, que la gremuse, donc j'ai dit la gremuse, c'est des sortes de lézards qui ont des gros yeux, approchent jusqu'à m'avoir peint à l'envers sur les globes d'or de leurs yeux. Ils sont tellement proches et ils l'observent tellement que leurs yeux reflètent son portrait. Moi, que les renards regardent, puis d'un coup, ils savent qui je suis et ils passent doucement. Il y a un aspect de reconnaissance encore. Reconnaissance. Reconnaissance par les renards. Et reconnaissance, on l'avait déjà. Je l'ai reconnu. Lui, il reconnaît les oiseaux, mais les animaux le reconnaissent aussi. Et le reconnaissent comme tel, le reconnaissent comme une bête. Moi, qui ne fais pas lever les perdreaux, mais les picors sont le même bec, même principe. Moi qui suis une bête d'entre elles, voilà, alors là, je le dis clairement, moi je suis une bête. Et pourquoi l'homme est une bête? Pourquoi? Eh bien parce que en fait, il partage le milieu. Votre camarade qui avait repéré que l'homme comprenait les signes de la nature, parlait le langage de la nature, avec l'extrait tout à l'heure de repérage dans l'herbe, eh bien, elle le prouvera dans ce paragraphe-là. De nouveau, quelque chose qui renvoie à ça. Moi qui suis une bête d'entre elles, par tout ce grand poids de collines, de genévriers, de thym, d'air sauvage, d'air, de ciel, de vent, de pluie que j'ai en moi. L'homme est un animal naturel. L'homme est un animal qui vit dans la nature. L'homme est un animal qui vit dans le même environnement. Le même environnement que les animaux. Moi qui ai plus de pitié pour elle que pour les hommes, s'il en est un pour qui la plus grande barrière devait tomber, ben c'est bien moi. Une idée encore qui apparaît ici, c'est que le narrateur préfère les animaux aux hommes. Moi qui ai plus de pitié pour les bêtes que pour les hommes. Moi qui ai plus de pitié pour elle que pour les hommes, s'il en est un qui la barrière devait tomber, mais elle est là. Il en a fallu nos méchancetés entassées pendant les siècles pour la rendre aussi solide. Il y a une barrière solide, et cette barrière, elle est faite de la méchanceté. On pourrait dire quoi comme autre mot? De la prédation. La prédation, nous mangeons les animaux. Je repère des endroits. Je repère ce qu'on appelle en littérature des occurrences. Occurrences, occurrences, c'est des lieux. C'est des lieux. C'est des endroits. Ces occurrences, ce sont des lieux dans lesquels il est dit quelque chose sur le sujet. Et à partir de ces endroits où il est dit quelque chose sur le sujet, je vais essayer de construire maintenant un raisonnement, c'est-à-dire une articulation, c'est-à-dire encore un ensemble de paragraphes qui vont se répondre. Notre texte nous donne des informations sur l'existence ou pas d'une grande barrière entre les hommes et les animaux. Comment cette grande barrière, elle est définie et défendue.
Je vous rappelle notre principe d'écriture de paragraphe. Un paragraphe, c'est une unité de sens. C'est-à-dire qu'il y aura une information centrale qui sera développée. Ce paragraphe, il va avoir une phrase centrale, la phrase directrice, qui va nous donner ce sens, qui va nous dire de quoi ça parle. Puis, nous aurons une partie qui sera issue de l'argumentation de l'auteur, et puis une partie qui sera issue de notre enrichissement. Si je vous dis par exemple que l'homme parle aux animaux, bon, c'est une information, ça c'est celle de l'auteur. Si vous voulez faire un paragraphe là-dessus, il va falloir que vous m'enrichissiez ça. C'est-à-dire que vous me trouviez des circonstances, des exemples dans lesquels l'homme parle aux animaux. Oui, allez-y. Personnes qui s'appellent vraiment d'oiseaux. Il y a des personnes qui ont des pipeaux. Donc, en fait, quand elles soufflent dedans, quand elles soufflent dans le pipeau, ça peut recréer un chant d'oiseau. Donc, c'est une façon pour l'homme de communiquer avec l'animal. Voilà un exemple. On peut reproduire le cri des animaux. Enrichissement. Voilà. Ah si, il se parle tout le temps. Monsieur Seguin n'avait pas de chance avec ses bêtes. Les chèvres qu'il achetait ne voulaient pas rester avec lui. Et la dernière, qui est Blanchette, elle lui dit, Monsieur Seguin, je ne suis pas heureuse avec vous. Donc elle veut partir. Dans quel type de texte, il y a le chef de Monsieur Seguin, mais où est-ce qu'on voit des personnages humains qui parlent avec des animaux? Les contes, il y en a partout, partout. Le chaperon parle l'eau. Le rouge parle avec le loup. Le loup se fait passer pour une grand-mère. C'est bien qu'il parle la langue des humains. Comme tu as de grands yeux, comme tu as de grandes dents, comme... Bon, ça c'est ce que dit le chaperon. Il lui répond, c'est pour mieux te voir, c'est pour mieux t'entendre, pour les oreilles, et c'est pour mieux te manger, les dents. Donc, dans le conte, il y a traditionnellement une relation. Où est-ce qu'on trouve encore dans notre littérature classique, XVIIe siècle, des personnages qui parlent? Les fables de La Fontaine. Les fables de La Fontaine, c'est des animaux qui parlent. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans sa gueule un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage, que vous me semblez beau, etc. Oui. C'est pas une relation. Alors, ça dépend. Il y a des relations qui sont binaires, animal-animal, humain-humain, et puis on a des croisements. On a des croisements. Mais en tout cas, ils parlent la langue des hommes, puisqu'on les comprend. Bon, ben, on a une idée. Cette idée, il faut la défendre à la fois telle que l'auteur la présente, et puis il faut la défendre à la fois par des informations qui nous sont personnelles. Qu'est-ce que ça donne? Alors, on va essayer de se fabriquer des paragraphes. Et après, on se demandera comment ces paragraphes, ils peuvent fabriquer des parties, c'est-à-dire aller ensemble. Aller ensemble, je reviendrai tout à l'heure sur la notion de partie. Fabriquons-nous des paragraphes. Alors, j'attends que le vidéoprojecteur chauffe. Nommer l'animal peuvent communiquer entre eux. Voilà, ça c'est une information. C'est une information que nous avons trouvée. Il y a communication.
Sous-entendu, la barrière n'est pas si importante. Je la mets en rouge, c'est la phrase qui va diriger le paragraphe. Faire un paragraphe là-dessus. Maintenant, je me demande comment l'auteur défend cela. Comment l'auteur amène cette idée-là. Comment l'auteur nous amène cette idée-là. Donc, je prends le texte et puis je regarde les extraits du texte. Mais il faut essayer de différencier ce qui relève de l'argumentaire, c'est-à-dire le sens, l'explication, de ce qui est proprement parlé, l'extrait, l'exemple. Alors, je peux dire par exemple, les corbeaux passent des messages au narrateur. Premier épisode que vous pourrez voir là-dessus, passe des messages au narrateur. Où est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui est dit? Bien, il craque, c'était un avertissement. Pour le faire fuir, les freux craquent en guise d'avertissement. Il doit passer son chemin et les laisser manger. Donc, j'ai une idée. L'homme et l'animal peuvent communiquer entre eux. Et puis, cette idée, eh bien, je lui trouve un lieu d'expression à l'intérieur du texte. Communique entre eux. Où est-ce qu'on pourrait voir encore cette idée de communication? Je sais parler la langue des mésanges. Le narrateur signale, et c'est là qu'on va avoir besoin des liens logiques dont je parlais lors de nos précédents cours. Pour pouvoir faire un catalogue d'informations qui sont décousues, je vais devoir mettre des liens qui vont organiser les phrases vis-à-vis les unes par rapport aux autres. Et là, j'ai un premier épisode. Donc, ce premier épisode, je vais le faire commencer par un lien qui va me montrer qu'il y a des phrases qui vont aller ensemble. Et puis, quand je vais changer d'idée, quand je vais amener une autre information, je vais rajouter un autre lien qui va me dire que les informations qui suivent vont aller ensemble. Et là, j'ai une phrase d'information. Elles vont ensemble, c'est le lien logique qui me dit. J'ai un de plus, ce qui va suivre va aller ensemble. De plus, le narrateur signale, je fais comprendre les oiseaux en général. Ils parlent leur langue. Une deuxième information, je l'ai fabriquée avec un autre lien de plus. Est-ce qu'on a d'autres endroits où cette idée-là va émerger? Si oui, et que je veux en parler, je vais là. Ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'une dissertation, la dissertation, va fonctionner par épuisement du texte. C'est-à-dire que ce qui est dit une fois ne sera pas répété. Vous ne pouvez pas vivre toute la dissertation sur un seul exemple. C'est-à-dire une fois qu'on a épuisé l'aspect communiqué, on n'en parlera plus jamais. Là, j'ai épuisé le avertissement plus je parle la langue. Plus jamais dans la dissertation, je parlerai de ça. Ces cas-là sont éclusés, épuisés, asséchés. J'ai dit ce qu'il y avait à dire là-dessus.
Donc, il faut, si on part sur le principe qu'il y a 8 paragraphes, 7 paragraphes, voire 9 paragraphes, il ne faut pas tirer trop de cartouches à la fois. Parce que sinon, vous allez en un paragraphe dire beaucoup de choses que vous ne pourrez pas réutiliser dans d'autres paragraphes. Bon, donc j'ai trouvé, admettons qu'on en reste là, j'ai trouvé deux endroits. Voilà, deux endroits où on a l'homme et l'animal peuvent communiquer. Maintenant, il faut que j'enrichisse la partie personnelle. Alors, on va faire les enrichissements que vous avez trouvés vous-même. En allant plus loin, donc je mets un lien logique qui indique qu'on passe sur une autre idée. Cette idée-là, elle n'est pas dans le texte. Les hommes peuvent reproduire la langue le langage des oiseaux au moyen d'objets techniques comme les apôts et de théâtre. Bon, un enrichissement sur une information. Est-ce qu'on a quelque chose de plus à dire là-dessus? Si oui, ben, on fait une phrase en plus. Si vous avez une connaissance des apôts plus précise, bon, ben, vous me dites quelque chose de plus. Si vous ne savez rien de plus, ben, on en reste là. Oui. Après, on enrichit, mais on enrichit avec ce qu'on a. Bon, ben, par ailleurs, dans la littérature, les personnages humains communiquent, qui parlent, qui communiquent, pour changer un peu, communiquent avec les bêtes. J'essaie de changer le vocabulaire pour ne pas avoir toujours animal et homme, ou parler, communiquer avec les bêtes. Nombreux. Le loup avec le chaperon, Blanchette, sur ce gain. Et valeur ajoutée. C'est-à-dire ceux parmi vous qui savent comment elle s'appelle la chèvre, et puis ceux qui ne savent pas. Ben voilà, ça fait une différence de qualité. Et on a un exemple, chaperon rouge, tout le monde là. Chaperon et loup, Blanchette, c'est le nom de la chèvre, de M. Seguin. On trouve encore dans les fables, La Fontaine, un ensemble d'animaux parle le langage des hommes. On va mettre pas encore, on va mettre à l'inverse. Parce que pour l'instant, on était facilement toléré. Est-ce qu'on est dans une phase où on dit les hommes parlent le langage des animaux, et à l'inverse, les animaux parlent le langage des hommes? Donc encore. Je fais les femmes, les animaux parlent le langage des hommes. Les loups, les chiens, les corbeaux, les renards, les cigognes, enfin bref, il y a de tout, il y en a pour tous les goûts. Si vous êtes en forme, eh ben, vous allez développer une idée, une fable, que vous en connaissez une ou une autre, qui mériterait d'être développée particulièrement. Oui, soit il y a une dissertation, un éclairage, c'est assez discriminant dans la mesure où on a les informations
basiques ou on les a pas. On a des informations générales ou précises. Si vous avez un exemple très précis, ben, ce sera toujours bien de développer un exemple précis par rapport à des exemples qui ne le sont pas. Dites-moi. C'est comme vous le sentez. Il n'y a pas de. Donc, dans l'idéal, tous les exemples sont précis. Oui, bah oui, ça fait un grand paragraphe. Oui, bah c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut. Mais rappelez-vous l'intitulé, hein, l'intitulé, c'est argumenter sur l'ensemble de vos connaissances et de vos lectures. Donc, il y a une difficulté. Bon, maintenant, on va voir qui suit mes cours. Ah, qui suit mes cours? Qu'est-ce que je vous ai dit sur le langage? C'est une capacité, c'est une faculté à communiquer avec les membres de sa propre espèce. Donc là, effectivement, on pourrait déjà faire un commentaire sur le fait que théoriquement, on ne communique pas interespèce, mais qu'il y a une particularité du langage humain qui est sa double articulation. Et donc jamais les bêtes, elles ne parleront d'humain parce qu'elles n'ont pas l'architecture cérébrale pour pouvoir le faire. La linguistique, cependant, définit le langage comme la faculté à communiquer d'un individu avec les membres de sa propre espèce. Le dialogue des hommes et des corbeaux, des hommes et des lapins, des hommes et des mésanges. Est donc impossible, tout comme le dialogue entre les preux et la race. C'est aussi pour ça qu'on fait des cours de grammaire, des cours de linguistique. C'est pour avoir des informations. La linguistique, cependant, définit le langage comme la faculté à communiquer d'un individu avec ses membres. Les passer dans l'individu pour soit plus clair, la faculté d'un individu à communiquer avec les membres de sa propre espèce. En allant plus loin, le langage humain possède une double articulation qui fait qu'il se compose de phonèmes organisés en morphèmes. Jamais les animaux ne parleront comme un humain. Ah. En allant plus loin, le langage humain possède une double articulation qui fait qu'il se compose de phonèmes organisés en morphèmes. Jamais les animaux ne parleront comme un humain du fait de la structure de leur langage. Leur organisation cérébrale ne possède pas les zones de Broca et de Wernicke
paramètres de langage humain. Et là, le jury est très content. Voilà. Oui, dites-moi. Là, dans le paragraphe, au début, on dit qu'en fois, il y a une communication entre l'homme et l'animal, mais à la fin, vous êtes en train de nous dire que c'est pas possible. Oui, parce que je fluctue, j'argumente, j'éclaire. C'est toujours la même idée, c'est la communication. C'est toujours la communication. Alors, si vous pouvez, on peut la modifier au début pour qu'elle rende mieux compte de ce qui était au début. L'homme et l'animal peuvent ou non communiquer entre eux. Là, on a les donc. C'est un éclairage, c'est-à-dire que le texte nous dit on communique. Mais l'éclairage que je peux faire, c'est que c'est faux. Que c'est faux. On part d'un point, l'idée du début, la communication. Comment l'auteur définit ça, certains éléments. Comment moi je peux enrichir ça. Et là, effectivement, j'ai fait un très gros enrichissement. Ça commence à faire une quinzaine de lignes. C'est beaucoup. Je conclus le paragraphe. La communication est donc possible. Selon le narrateur, mais elle est dans les faits limitée. Ça, c'est la phrase qui conclut. Éclairer, ça ne veut pas toujours dire être d'accord. Simplement, il ne faut pas, comme je disais dans un cours précédent, l'idée c'est de ne pas c'est de ne pas juger de l'auteur. Qui sommes-nous pour contredire Victor Hugo ou Zola bon. Ils écrivent à un moment précis, à une époque précise. Nous pouvons éclairer ce qu'ils disent en contredisant ce qu'ils disent, mais bon, porter des jugements est plus difficile. J'ai des arguments qui sont littéraires, j'ai des arguments qui sont idéologiques et linguistiques, j'ai des arguments qui sont de la vie quotidienne, on va dire, on peut reproduire le cri des oiseaux. Vous voyez, j'ai un objet, communication. Je l'ai éclairé par la linguistique, je l'ai éclairé par la littérature, je l'ai éclairé par des éléments de la vie quotidienne. Le fait qu'on a des apôtres. Il faut faire ça jusqu'à ce que le texte ait été épuisé. Alors, prenons une autre idée. Prenons une autre idée. Les hommes, il faut qu'on prenne ces différentes idées au fur et à mesure que nous les avons définies ici. Les hommes sont liés par les émotions et les sentiments aux animaux. Sans fait. Les hommes sont liés par les émotions et les sentiments aux animaux. Où est-ce qu'on verrait ça? Là, on voit ça, c'est là où on va le développer, version auteur. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajouter là-dessus? C'est l'enrichissement. Oui. La domestication de l'animal. Alors, on peut domestiquer les émotions. Est-ce que c'est lié aux émotions ou pas? Aux sentiments, la domestication, oui et non, si je prends. C'est une affection. C'est une affection, oui, enfin, quand on fait une ferme avec 1000 vaches dedans, et puis qu'on les emmène à la boucherie après, c'est effectivement
Je ne sais pas si c'est émotion, c'est utilité en tout cas, mais bon, domestication. Alors, le droit, effectivement, je parlais tout à l'heure, il y a un instant de l'élevage. Il y a un certain nombre d'animaux que l'on n'a pas le droit de manger dans le code juridique français, les chiens, les chats, les poissons rouges, tout ce qui est évidemment en voie de disparition. Donc, un enrichissement possible sur la domestication, un en droit. Qu'est-ce qu'on pourrait... Oui. Le développement de la cause animale, on a des partis animaliers, par exemple, aux élections. Domestication. Droit. Politique. Les partis, c'est les européennes, bientôt l'année dernière, il y a 5 ans, il y avait un parti animalier qui était présenté. Bon, ça, c'est des enrichissements, c'est le développement d'informations complémentaires qui vont enrichir cela. Domestication, on peut dire aussi interaction. Interaction et utilisation. Je pense par exemple dresser des animaux pour aider, par des chiens d'aveugles, par exemple. Il y a une entraide, c'est pas tout à fait émotion et sentiment, mais enfin ça pourrait aller là-dessus. Oui. Alors, Descartes, il aurait été plus intéressant ici. Sur le coup, ou alors oui, on peut le mettre ici. Descartes. Alors, la référence que fait votre camarade, c'est le livre 6 du discours de la méthode. Discours de la méthode, ça dit, je pense, à peu près quelque chose, ça vous réveille vos vieux souvenirs de, de philosophie. Le discours de la méthode, c'est ce texte connu par une phrase en latin ou en français. Quel est le grand succès de cette phrase? C'est quoi la grande phrase de Descartes? Je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. Cogito, ergo sum. Je pense, donc je suis. Descartes essaie de montrer que l'esprit humain, il a des capacités de raisonnement. Et ces capacités de raisonnement peuvent s'appliquer à essayer de déterminer le vrai du faux, ce qui est stable de ce qui ne l'est pas. Et il s'engage dans une réflexion, il va douter de tout ce que ses sens lui disent. Et puis essayer de construire, à partir de là, par des raisonnements, une représentation de ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas. Et il arrivera à cette conclusion que ce qui prouve son existence, c'est le fait qu'il est capable de penser cette existence. Il est capable de se penser lui-même et de penser son existence. Et au livre 6, plusieurs livres dans cet ouvrage, il y a une réflexion sur ce qui prouve ou pas l'existence des autres. Que moi, je pense, donc j'existe. Ma pensée font que j'existe. Comme preuve que j'existe, je suis capable de fabriquer des pensées complexes sur tout un ensemble de sujets. Mais qu'est-ce qui me prouve que vous existez? Qu'est-ce qui me prouve que vous existez? Et Descartes va à partir de là définir finalement deux types de créatures. Il y a les créatures qui, comme moi, sont capables de fabriquer des pensées autonomes, nouvelles, différentes, et de les exprimer par la parole. L'homme, il pense, et comment je sais qu'il pense? C'est que quand il parle, il a une parole qui est semblable à celle que moi je pourrais fabriquer. Vous allez me dire quelque chose, ce quelque chose, moi-même j'aurais pu le dire, donc moi-même j'aurais pu le fabriquer. Donc vous existez, vous, parce que vous avez la capacité à parler. C'est plus compliqué avec les machines ou avec les animaux, parce que les animaux, eux,
ne parle pas. Alors, comment sait-on que les animaux, ils pensent, ils parlent? Eh bien, Descartes n'arrive pas à résoudre ce problème-là, et donc va inventer un principe qui est celui de l'animal-machine. L'automate, ce qu'on appellerait un robot maintenant, il agit toujours de manière identique, on le programme et il agit. Ben, l'oiseau, il est pareil, il a été programmé par le Créateur, par la nature, par Dieu, dans l'esprit de Descartes. Et il agit de manière mécanique. Et pourquoi? Ben parce que justement, il n'a pas accès à ce langage. Il n'a pas l'invention de ce langage. Donc Descartes est très embêté sur cette dimension-là. Donc si on le développait ici, on peut, c'est un exemple intéressant, vous pouvez le développer dans la partie communication. Descartes, l'animal, est une machine, donc sans pensée, parole, ni sentiment. C'est un texte très important, ce livre 6 du discours de la méthode, parce que c'est à partir de lui que l'on a commencé à considérer le vivant selon les catégories de nuisibles et non nuisibles. On est donc au XVIIe siècle avec Descartes, et c'est à la fin du XVIIe, XVIIIe siècle que se construisent dans les textes naturalistes qui décrivent la nature, que se construise la notion justement d'animal utile ou nuisible. Puisque ce ne sont pas des êtres vivants de premier plan comme nous, conséquence, ils sont utiles ou ils ne le sont pas. Ils sont utiles et ou ils sont à éliminer. Et pourquoi? Parce que ce sont finalement des simples outils. C'est des outils utilisés par les hommes. Les loups ne servent à rien, il faut s'en débarrasser. Les lynx ne servent à rien, il faut s'en débarrasser. Les insectes ne servent à rien, il faut s'en débarrasser pour certains, etc. Donc ce paragraphe, il va avoir une partie d'enrichissement, plus ou moins importante, et il va avoir une partie qui est une partie de développement du texte lui-même. Ça, c'est l'enrichissement. Avant, on a l'analyse du texte. Qu'est-ce qu'on va développer? Eh bien, on va développer l'empathie du narrateur. Il la caresse. Je souffre comme tu souffres toi. Et puis, on peut développer aussi la terreur de l'animal, parce que c'est un sentiment, c'est une émotion, la terreur. Donc, l'humain ressent vis-à-vis de l'animal des sentiments, l'animal ressent des sentiments vis-à-vis de l'humain, ce pas les mêmes, mais il n'empêche qu'il y a sentiment et émotion. Et puis, un enrichissement de cette façon-là. Je ne le développe pas celui-ci, mais oui. Pour l'enrichissement, on peut aussi utiliser un autre texte de Jean Guénot qui s'appelle Avance en divertissement. Oui, alors à quel passage? Le loup, il est mis sur le même pied d'importance que le criminel, que le roi, je crois, Ponchat, quand il cherche un criminel dans la première partie, et il le trouve, et il le tue. Et dans la dernière partie du livre, le personnage principal, il va aussi tuer dans un livre qui va être mis sur le même pied d'importance que le criminel de la première partie. Alors, vous le développez tel quel. Enrichissement. Là, on n'a pas de véritablement, sauf Descartes à la rigueur, on n'a pas de dimension littéraire à développer, qui se développe. Il faudrait justement essayer d'en trouver. Un roi sans divertissement de Giono. On peut reprendre Monsieur Seguin de tout à l'heure. Monsieur Seguin, il aime ses chèvres, mais c'est son nom toutes. Les chèvres n'aiment pas Monsieur Seguin, ils préfèrent bagnauder dans la forêt avec d'autres bouquetins.
il y a des émotions, elles ne sont pas forcément partagées. Voilà. Comtesse de Ségur, le personnage de l'âne, qui travaille tout le temps et par conséquent plaint par l'ensemble des enfants. Cherchez, vous cherchez des exemples et essayez de développer ces exemples. L'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, quelqu'un m'avait proposé un enrichissement cinématographique. Alors, attendez, il faut que je retrouve sur un film américain dans lequel il y a une baleine ou un orque, quelque chose comme ça, qui, je m'en souviens, est très vague, qui est en danger pour une raison X ou Y, et on va essayer de le sauver, sauver Willy. Ça vous dit quelque chose, et on essaie de sauver une baleine. Bon, bah, voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un enrichissement cinématographique. S'il est bienvenu à ce moment-là, eh ben, il fonctionne. Et donc, essayez de construire un ensemble de paragraphes qui seront avec 2 pieds, 2 jambes, un côté oui, enfin un côté, pardon, auteur, et un côté enrichissement. Les animaux sont séparés eux-mêmes par une barrière. Les animaux eux-mêmes sont séparés par une barrière. Où est-ce que je vais voir ça? Je vais voir ça dans le fait qu'ils se mangent entre eux. Pour Giono, il n'y a pas de liaison positive entre les corbeaux et les lapins. Les freux dévorent les petits de la hase avant de la dévorer elle-même. Les animaux sont donc séparés entre eux. Les prédateurs les uns pour les autres. Est-ce qu'il y a une barrière entre les hommes et les animaux? Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a déjà une barrière entre les animaux. Giono, il n'y a pas de liaison positive entre les corbeaux et les lapins. Les freux dévorent les petits de la hase avant de la dévorer elle-même. Les animaux sont donc séparés entre eux. Et 2 fois séparés. Ils sont donc opposés. Enrichissement. On peut trouver quelque chose à enrichir là-dessus. La version parallèle, les animaux sont séparés eux-mêmes par une barrière. Les hommes entre eux sont aussi opposés. Où est-ce qu'on voit ça que les hommes sont opposés? Il y a une phrase que j'avais notée qui disait cela. C'est l'avant-dernière phrase, la grande phrase. Moi qui ai, fin de l'avant-dernier paragraphe, moi qui ai plus de pitié pour elle que pour les hommes. Le narrateur considère les animaux comme proches de lui, la plupart des hommes,
Y a-t-il une barrière entre les hommes et les animaux? Ben, il y a une barrière déjà entre les animaux entre eux. Il y a une barrière aussi entre les hommes entre eux. Alors ça, comment on peut enrichir ça? Alors ça, c'est pas très difficile à enrichir, hein. À partir du moment où on est obligé de faire des lois pour signaler qu'on n'a pas le droit de se manger entre nous, et qui interdit le cannibalisme, c'est bien que nos relations naturelles ne sont pas plus que ça fraternelles. Enrichissant. La guerre, le meurtre, le vol, la violence, voilà. Bon. Bon, là-dessus. Les hommes sont aussi des animaux. Les hommes sont aussi des animaux. Où est-ce qu'on voit ça dans le texte? Il y a tout un paragraphe, c'est beaucoup développé. Les hommes sont des animaux. C'est le grand dernier paragraphe, avant-dernier. Donc on a dit qu'il communiquait avec eux, moi qui sais parler la langue des mésanges, donc ça je l'ai déjà dit, j'en parle plus. Moi que les Dacromus approchent jusqu'à m'avoir peint à l'envers sur les globes de leurs yeux, ça pourrait être sur la domestication. Ça pourrait être sur l'accoutumance des uns aux autres. Mais ce qui m'intéresse, moi qui suis une bête, voilà, moi qui suis une bête, d'entre elles toutes, par ce grand poids de collines, de genévriers, de thym, d'air sauvage, d'herbe, de ciel, de vent, de pluie que j'ai en moi, le narrateur, rappelle d'abord l'environnement de l'homme et de l'animal. C'est le même. La terre, le ciel, le vent. Alors, on est soumis aux mêmes intempéries. Il se pose ensuite en bête parmi les bêtes. Par le fait qu'il est construit par les mêmes éléments. Qui au contact de la nature, les herbes, les arbres, et que nous. Alors, vous aurez remarqué peut-être une petite chose, et c'est une chose très importante, c'est que je paraphrase. Autrement exprimé, je ne cite jamais le texte. Et là, qu'est-ce que j'ai comme phrase? Moi qui suis une bête d'entre elles, moi qui suis une bête d'entre elles, par ce grand poids de collines, de genévriers, de thym, d'air sauvage, d'herbe, de ciel, de vent, de pluie que j'ai en moi. Et ça devient, il rappelle d'abord que l'environnement de l'homme et de l'animal est le même, la terre, le ciel, le vent. Il se pose en bête parmi les bêtes, par le fait qu'il est construit par les mêmes éléments, il vit en contact de la nature, les herbes, les arbres, les collines. C'est à peu près la même chose, mais je ne fais jamais de citation. Et dans une disserte, il n'y a pas de citation. Autrement exprimé, ce n'est pas un catalogue. Oui, là, je pourrais
remplacer tout ça, le narrateur rappelle 2 points et puis remettre la phrase. Et à chaque fois, j'aurais pu faire ça. Remplacer mes phrases par celles de l'auteur. Mais ce n'est pas ça le principe. Le principe, ce n'est pas de faire un catalogue de citations à bon escient. Le principe, ce n'est pas de trouver des informations et puis ces informations, mettre toutes les citations en dessous qui vont avec. Le principe, c'est d'écrire quelque chose. Donc, dans une dissertation, il n'y a pas de citation, sauf si l'auteur utilise une expression vraiment très particulière, très typique, qui est difficilement restituable, ou qui exprime vraiment sa pensée. Genre, je pense donc je suis tout à l'heure, ça c'est une citation. Mais en général, il n'y a aucune citation dans une dissertation. Enrichissement. Bah, les enrichissements les plus simples, c'est ceux de la biologie. Ceux de la biologie, nous ne sommes pas ovipares, nous ne fabriquons pas des œufs, mais enfin, nous sommes quand même des bêtes soumises à la chaîne alimentaire comme toutes les autres. Nous sommes soumises au même cycle de vie et de reproduction. Nous sommes des êtres vivants comme les animaux. Ça, c'est évidemment l'enrichissement le plus simple. Si on creusait un peu, on va faire un peu de philosophie. Selon la Bible, à votre avis, le souvenir que vous en avez eu, on est des animaux ou pas? Ben, c'est pas aussi clair que ça. Effectivement, théoriquement, non. Pourquoi? Alors ça, c'est l'argument massif. C'est l'argument massif qui expliquera quelles sont en fait encore aujourd'hui nos relations avec les animaux. C'est que la Bible, c'est-à-dire le texte qui a quand même fondé la civilisation occidentale, signale que nous sommes créés à part. Dieu crée le ciel, la terre, la mer, etc., puis crée les hommes. Et après, il crée les animaux pour servir les hommes. Donc, c'est que nous sommes fondamentalement différents puisqu'on n'est pas créés dans le même mouvement. C'est la première information. Et puis, comme l'a dit votre camarade, nous, en plus, nous sommes censés être formés à l'image de Dieu. Donc, Dieu est un humanoïde, créature qui nous ressemble. Mais ce n'est pas aussi évident. Il y a un certain nombre de passages dans la Bible dans lesquels les hommes et les animaux sont traités sur un pied d'égalité. Il y a l'épisode de Moïse en Égypte. Quelque chose, vous avez vu les 10 commandements des années 60 américains, Charlton Heston, Yul Brynner. Dans les 10 commandements, les Égyptiens sont prisonniers, esclaves en Égypte, et émerge un homme, Moïse, qui va demander leur libération et leur retour en Palestine. Et Dieu va envoyer des malédictions aux Égyptiens. Malédictions. Il va transformer les eaux du Nil en sang, il va faire pleuvoir des grenouilles, il va envoyer des fléaux d'insectes sur les récoltes, et il envoie une malédiction particulière qui est que tous les premiers-nés mourront, donc les premiers enfants de tout le monde. Et ça touche les animaux. Donc la malédiction divine, elle touche les hommes comme les animaux. Donc ça veut dire qu'il y a une solidarité les uns avec les autres. Un élément peut-être que vous maîtrisez peut-être plus, sur un sapin de Noël, qu'est-ce qu'on met au pied du sapin de Noël? Une crèche, il y a quoi dans la crèche? Vous étiez petit pour vous amuser, même si vous n'étiez pas croyant. Vous n'avez pas un sapin avec des boules, des guirlandes et des choses comme ça chez vous. Bon, ben, dans la crèche, il y a au moins un personnage, il y a Jésus. Voilà, Jésus. Jésus, il est accompagné d'un père et d'une mère. Mère Marie, le père Joseph. Et puis, il y a d'autres personnages que vous pouvez mettre dedans. Des animaux. Alors, quels animaux?
un âne et un bœuf. Alors pourquoi? Eh ben, c'est biblique. C'est que dans un des livres de la Bible, qui est le livre d'Isaïe, c'est fait partie d'une subdivision de la Bible qui s'appelle le livre des rois, livre d'Isaïe. Il est dit que lorsque le Messie arrivera, c'est-à-dire l'individu envoyé par Dieu pour sauver l'humanité, même les animaux reconnaîtront en lui le Messie, l'âne et le bœuf. L'âne et le bœuf reconnaîtront, les animaux en général, reconnaîtront le Messie lorsqu'il arrivera. Et donc, conséquence, les chrétiens, ils ont repris cet épisode-là, adapté au Christ, puisque le Christ est censé être le Messie. Qu'est-ce qu'il y a dans la ferme? Qu'est-ce qu'il y a lors de sa naissance? Ben, un âne et une bœuf, un bœuf. En fait, l'âne et le bœuf, c'est la preuve que Jésus est le Messie. C'est la Bible. Donc, dans la Bible, oui, nous sommes fondamentalement séparés, mais nous sommes aussi, d'une certaine façon, solidaires les uns avec les autres. Bon, les hommes sont des animaux. On fait des paragraphes. On fait des paragraphes, et ces paragraphes, ils développent à la fois ce que l'on trouve dans le texte et l'enrichissement qu'on peut y apporter. Mais une fois cela fait, il faut passer à un stade supérieur. Et ce stade supérieur, quel est-il? Eh bien, c'est le fait que nous allons organiser les paragraphes en parties, c'est-à-dire en grands éléments de raisonnement. Une dissertation, c'est des réponses. Des réponses. Pour l'instant, j'ai des paragraphes. Je peux encore en faire 3, 4 avec ce qu'on avait marqué au tableau. J'ai des paragraphes. En voilà un, en voilà deux, en voilà 3, 4, bon, etc. 5. Ça commence à devenir intéressant quand il y en a 6. J'ai des paragraphes. Ces paragraphes, ils développent des dimensions exprimées par la première phrase. Ils développent des dimensions qui sont des dimensions liées à cette grande barrière entre les hommes et les animaux. Maintenant, ces paragraphes, je vais devoir les organiser, c'est-à-dire les lier les uns avec les autres. Je vais devoir faire des ensembles. Je vais mettre celui-là avec celui-là, parce qu'ils ont un air de famille, parce qu'ils développent quelque chose qui est relativement semblable. Je vais mettre celui-ci avec celui-ci, parce que là aussi, ils ont un sujet qui est relativement semblable. Et puis, je vais mettre celui-là avec celui-là. Je vais les organiser. La dissertation, ce ne sera pas simplement des paragraphes qui succèdent. Ils se succéderont parce qu'ils auront des raisonnements qui sont comparables. Donc, en fonction de la dissertation, qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement qui est comparable? En fait, c'est des réponses à la question. Des réponses à la question. J'ai une question qui est, y a-t-il une grande barrière entre les hommes et les animaux? Et on l'a vu tout à l'heure, grosso modo, il y a 2 grandes salles de réponses. Il y a toute la partie où l'homme dit, je suis empathique, je suis lié, je communique avec, je les reconnais. Donc il y a toute la partie, je suis un animal parmi les animaux, donc il n'y a pas de barrière. Et puis il y a toute la partie, il meurt de peur quand il me voit, il en a fallu des siècles de prédation pour nous opposer. Il y a une grande barrière. Il y a une deuxième réponse qui est de dire, oui, il y a une barrière qui existe. L'auteur, il défend à la fois l'idée qu'il y a une barrière et qu'il n'y a pas. Donc, à la question, y a-t-il une grande barrière? Moi, je vais répondre une première partie, qu'il existe effectivement une barrière entre l'homme et l'animal. Et là-dessous, je vais mettre tous les paragraphes qui vont développer plutôt l'idée qu'il y a opposition. Il y a opposition entre l'homme et l'animal.
les paragraphes dans lesquels je dirais que ils se mangent les uns les autres, les paragraphes dans lesquels je dirais qu'ils qu'ils se crient dessus, bon, un paragraphe, les paragraphes dans lesquels ils se font peur les uns les autres. Les paragraphes où je serai plutôt sur l'opposition. Et puis, je vais faire une deuxième grande partie, au moins, dans laquelle je vais dire que la grande barrière entre les animaux n'est pas aussi claire que cela. La barrière entre homme et animal n'est pas aussi solide qu'il le semble. Et là-dedans, je mettrai tous les paragraphes dans lesquels je dirais qu'il y a plutôt jonction. Les paragraphes sur l'empathie, le paragraphe sur la possibilité de communiquer. Et ma dissertation, elle va donc être faite avec en tête de partie la réponse ou les réponses. Et donc, il y en a 2 ou 3 en général de réponses. 2 ou 3. Il existe une barrière. La barrière n'existe pas. Je vais faire une troisième partie qui est dire que les barrières sont aussi à l'intérieur des espèces. Et là, je vais mettre les 2 derniers paragraphes qu'on a fabriqués. Il y a une barrière entre les animaux entre eux, les freux et les corbeaux. Et puis, il y a une barrière entre les hommes entre eux. Et ce qui fait que je fais des blocs, et je fais des blocs qui sont les paragraphes. Mais une fois ces blocs réalisés, je me demande en quoi ces blocs qui traitent de la question y apportent une réponse. En quoi est-ce que le fait qu'ils communiquent, ça me dit quelque chose sur le fait qu'il y a ou pas une barrière? Donc, je vais faire une grande première partie qui va dire, par exemple, qu'il existe une barrière. Je vais faire une deuxième partie dans laquelle je vais dire qu'il n'y a pas de barrière. Et là, je mettrai des paragraphes qui seront plutôt de relation homme-animal. Et puis, je vais faire une troisième grande partie en signalant que les barrières, elles existent aussi à l'intérieur des espèces. Ce n'est pas simplement homme-animal, mais c'est animal-animal, homme-homme, dans lequel je vais mettre les 2 derniers paragraphes qu'on avait vus ensemble. Et faire des paragraphes, ça consiste à trouver les informations du texte, les développer, les enrichir. Puis ensuite, il y a une étape un peu supérieure, qui est de se dire en quoi ces paragraphes dessinent-ils des réponses qui sont des réponses qui dirigeront ma dissertation, qui organiseront l'ensemble. Donc ici, j'aurai 2 paragraphes qui vont me dire qu'il y a une séparation. J'aurai au moins 2 paragraphes qui disent qu'il n'y a pas de séparation et 2 paragraphes qui diront qu'il n'y a pas de séparation. Et dans la représentation de ma dissertation, elle va être faite d'une introduction. L'introduction, c'est un exercice extrêmement technique. Ce sera l'objet de mon prochain cours. Elle aura une réponse, une première réponse, une partie. Et cette réponse, elle sera faite d'une phrase initiale qui sera extrêmement claire, qui sera la réponse. La dissertation, c'est une question, donc il faut une réponse. Première phrase de réponse, ça sera « Il existe effectivement une barrière entre l'homme et l'animal ». À l'intérieur ensuite viendront les 1 ou 2 paragraphes, les 2 ou 3 paragraphes que je mettrai là-dessous. Viendra ensuite une deuxième partie qui aura elle aussi effectivement 2 ou 3 paragraphes et qui aura aussi cette première phrase qui sera la réponse.
une introduction, une phrase de réponse, 2 paragraphes, une phrase de réponse, 2 paragraphes. Ce sera quoi? Ben, ce sera celle-là, par exemple, la barrière entre hommes et animaux n'est pas aussi solide. Et puis, il y aura une troisième partie qui sera elle aussi faite de 2 paragraphes, 3 paragraphes, mais qui auront une première phrase de réponse à la question. Et le correcteur, qu'est-ce qu'il fera, le correcteur? Eh bien, il regardera si les premières phrases que vous y donnez devant chacune des parties répondent à la question. Est-ce que la première phrase répond à la question posée? Oui, non. Alors, il existe une barrière entre l'homme et l'animal. Est-ce que ça répond à la question? Y a-t-il une barrière? Oui. La barrière homme-animal n'est pas aussi solide qu'il semble. Bah, y a-t-il une barrière? Ça répond. Et les barrières sont aussi à l'intérieur des espèces. Bah, oui, les 3 phrases, elles répondent à la question: y a-t-il une barrière entre l'homme et l'animal? Ensuite viendront les paragraphes. Et puis ça se terminera par une conclusion. 3, 4 phrases de conclusion, toute petite la conclusion, qui reprendra les réponses apportées. Qui reprendra la réponse, les 3 réponses apportées aux questions. Donc une dissertation, c'est véritablement un exercice de structuration de la pensée. Les parties 2 et 3 du concours, elles vérifient vos compétences linguistiques, lexique et grammaire. La partie 1, elle vérifie si vous êtes capable de comprendre un texte, d'extraire les éléments importants, si vous êtes capable d'organiser les réponses à apporter et de les enrichir. Donc la dissertation, c'est véritablement un exercice difficile et il faut s'y entraîner. Alors la semaine prochaine, nous verrons comment faire l'introduction. En attendant, vous avez un certain nombre de paragraphes lacunaires pour l'instant. Bien, vous pouvez, si vous avez le temps, essayer de les rédiger. On en a rédigé un, on a rédigé des moitiés. Essayez de compléter certains paragraphes, d'organiser certains paragraphes, d'éclairer certains paragraphes. Bien, bah, écoutez, on se voit en fin de semaine. Mais c'est un CM, donc ça sera un peu différent.